Hey Glenn, Hey, Julie, how are you? good. Could you hear me? I can hear you perfectly. Yeah, can you hear me okay? Yeah, all good. Excellent. Excellent. Allô, vous m'entendez de l'autre côté? Vous pouvez peut-être allumer vos caméras juste pour faire signe que vous êtes bel et bien branchés. Vous m'entendez? C'est un mode réunion Zoom. Donc, par défaut, vous pouvez allumer et fermer vos micros, vos caméras. Juste de faire signe quand vous allez être là. Allez, allô Nicolas. Jean-François, c'est Jean-François qui se cache derrière ces deux lettres. C'est Jean-François Gagnon. Ah, salut! Parlé par courriel l'autre jour. Ah oui, salut! Donc, pour ceux qui viennent juste de se joindre, j'ai vu Alexandre et Nadia. On est dans un mode où est-ce qu'on peut allumer notre caméra, ouvrir notre micro. Donc, c'est pas un webinaire, c'est vraiment une réunion. Puis, c'est comme ça que je voulais l'installer, qu'on puisse dialoguer. Fait que juste de faire signe quand vous allez être prêts. Puis, je vais démarrer ma présentation. Je suis contente de voir que vous avez des questions. Est-ce que Nadia, tu nous entends et tu nous vois? Ou la personne qui est sous ton nom? Allô? Salut, parfait, je t'entends. Donc, c'est ça. Ben, je vais commencer parce il est 2 heures, donc une présentation à vous faire. Fait que c'est ça, je le répète, mais on est en mode réunion, donc on peut allumer notre caméra, allumer notre micro. C'est pas un mode webinaire. L'idée ici, c'est que je vais vous faire un petit topo des catégories de membership du CAA et des nouvelles catégories là, que vous avez peut-être entendu parler. Il va y avoir plusieurs périodes de questions. Donc, idéalement, la caméra est allumée, le micro est fermé si vous n'avez pas de questions. Quand vous allez avoir des questions, je vous invite à poser les questions de façon orale, comme ça tout le monde peut entendre. J'ai pas la possibilité de monitorer beaucoup le chat, fait qu'idéalement, on va les dire au niveau verbal. Si vous voulez lever votre main, ben, il y a un bouton là, en bas là, de votre écran qui permet de lever la main. J'espère avoir les réponses à vos questions, mais sachez que si je les ai pas, on va les prendre en note, puis on va pouvoir adresser là, cette question-là aux personnes responsables aux différentes organisations. Bref. Donc, dans le coin en haut à droite de votre écran, vous avez un mode qui s'appelle affichage ou view. Je vais partager mon écran pour vous montrer un PowerPoint. Fait que si vous voulez focuser sur le PowerPoint pour voir le contenu, ce serait l'idéal plutôt que de voir Julie qui parle. Donc, je ne sais pas si vous voyez la diapo de départ pour vos questions. Oui? Parfait. Donc, c'est ça, je voulais juste prendre le moment de faire un peu le point parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées du côté du CAA, qu'on dit le Canadian Avalanche Association. Donc, je vais essayer de répondre aux questions. Ben, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julie Leblanc, je travaille pour Avalanche Québec, puis j'ai fait plein de tâches l'an passé à Avalanche Québec, mais récemment, mon rôle, c'est vraiment d'aider au service professionnel.
Donc, les services professionnels, ça s'adresse vraiment là, à vous, les gens de l'industrie, les enseignants, les guides, les instructeurs de cours, donc les gens qui ont suivi leur cours professionnels avec le CAA. Il y a plein de choses qui se passent. Donc, j'ai été libérée de mes autres tâches pour focusser là-dessus. Puis, l'objectif, c'est vraiment de créer un pont avec les trois organisations que, que vous voyez ici sur l'écran. Donc, le CAA, le Canadian Avalanche Association, Avalanche Canada et Avalanche Québec. Donc, c'est trois joueurs qui sont dans la même industrie. Puis, je vais juste prendre une minute pour essayer de nous démêler, de vous démêler parce que ça peut être assez mêlant. L'autre chose que je veux dire aussi, c'est que dans cette industrie-là, vous le savez, là, vous avez tout fait votre cours niveau 1. On bascule souvent entre le français puis l'anglais. Donc, ça se peut que des fois, j'utilise des anglicismes et il y a beaucoup d'acronymes. Vous allez voir, là, ITP, CAA, GIAT, CPD. Si vous savez pas de quoi on parle, peut-être juste l'écrire dans le chat. J'ai un assistant qui se cache derrière la caméra qui va pouvoir nous aider un peu. Puis c'est ça, ben, je vous l'annonce, là, il s'appelle Benjamin. C'est un nouvel employé à Avalanche Québec, puis il va travailler avec moi au service professionnel. Fait que vous allez le voir des fois derrière la caméra, mais souvent avec moi. Il va me donner un coup de main. Puis c'est ça, c'est sa première année, mais il va c'est ça, travailler avec nous au fur et à mesure de l'hiver, donc vous allez le voir. Fait que juste pour démêler un peu là, les cartes, là, le CAA, le Canadian Avalanche Association, qu'est-ce que ça fait? Ben, c'est l'Association des professionnels au Canada. Donc, ça regroupe les travailleurs de l'industrie. C'est eux aussi qui offrent les cours professionnels, donc les cours niveau 1, ADSAR, Introduction à la météo. Et c'est vraiment une association qui est focusée que sur les professionnels. C'est eux aussi qui vont gérer InfoX pour les gens qui participent avec InfoX et qui vont aussi gérer le comité de membership du CAA. Et c'est ça, moi, je fais partie de ce comité-là, donc j'aide le comité à réviser les demandes et aussi à faire part des enjeux des membres de l'Est au comité qui est surtout dans l'Ouest. Donc, n'hésitez pas, des fois, si vous avez des enjeux, des défis, vous ne savez pas trop comment ça marche, vous dites, ouais, ça s'applique pas vraiment à notre réalité, ben on discute ensemble, puis après, on peut apporter ces enjeux-là au CAA qui est à Revelstoke. L'autre joueur, c'est Avalanche Canada, qui est aussi à Revelstoke. Donc, qu'est-ce que Avalanche Canada, qu'est-ce qu'ils font? En fait, c'est une organisation de sécurité publique. Donc, leur produit principal, c'est des bulletins d'avalanche et leur public cible, c'est le grand public. Donc, les cours d'avalanche récréatifs, les CSA 1, les sauvetages autonomes, CSA 2, c'est Avalanche Canada qui développe ces cours-là. Et c'est aussi eux qui vont développer les outils qu'on va utiliser dans les cours récréatifs, comme le Dangerator, l'Avaluator. C'est tous eux qui vont développer ça. Donc, Avalanche Canada fournit des prévisions partout au Canada, sauf au Québec, parce que Avalanche Québec était en place avant Avalanche Canada. Donc, on va fêter 25 ans l'année prochaine. Avalanche Québec, en fait, on fait un peu des deux. Donc, on va faire des services professionnels, comme aujourd'hui, on va faire une foire aux questions. On a une journée professionnelle plus tard en janvier. On fait des formations pour les instructeurs. Donc, on fait plein de trucs qui vont toucher autant le public que les professionnels. C'est pour ça que des fois, les gens sont un petit peu mêlés, mais le service sur lequel je travaille à Avalanche Québec s'appelle le service professionnel. Et il y a une autre personne qui va travailler au service public, donc la tournée de film, les activités, ça va être Anthony Fontaine à Avalanche Québec qui s'occupe des services publics. Donc, c'est pour ça qu'on est des fois un petit peu mêlés. Puis, pour se mêler encore plus, si ça fait un bout qu'on est dans l'industrie, ben avant, le CAC, Canadian Avalanche Center, ça regroupait Avalanche Canada, puis c'était le même logo. Fait que c'est normal qu'on soit mêlés. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de focuser vraiment sur le CAA, le membership CAA. Puis, dans le fond, quand on est membre du CAA, on a une autorisation pour être capable d'enseigner des cours récréatifs qui sont développés par Avalanche Canada. Fait que c'est pour ça que des fois, on est un tout petit peu mêlés. Fait que je vais juste vous montrer ma présentation. Je vais focuser au début sur les deux types de membership qui sont déjà existants. Je vais vous expliquer c'est quoi, comment ça marche, comment appliquer.
Puis dans la deuxième partie, ça va être les nouvelles catégories de membres. Donc, les membres éducateurs que vous avez peut-être vu passer. Mais on va faire une période de questions après chacune des parties. Donc, ça, c'est la partie 1. Notez vos questions si jamais vous en avez au fur et à mesure de la présentation. Puis après, vous allez pouvoir les poser de façon verbale. Donc, les deux types de catégories de membership du CAA, on a les gens qui sont impliqués directement dans la gestion de risque d'avalanche sur le terrain. On les appelle les praticiens en avalanche et les professionnels en avalanche. C'est seulement la terminologie qui a changé. C'est anciennement les active members et les professional members. Donc, on a juste changé des noms. On n'a pas changé nécessairement grand-chose là-dessus, mais on a changé les étapes d'application. Ça s'en vient dans quelques secondes. Et la deuxième catégorie de membres, c'est les gens ou les organisations qui sont associées à l'industrie, mais qui ne sont pas nécessairement qualifiés pour faire de la gestion de risque d'avalanche sur le terrain. Fait qu'on a plusieurs choix. On pourrait être membre affilié si on est un individu. On pourrait être un membre associé si on est un club, un groupe ou une entreprise. Et les deux nouvelles catégories que je vais vous présenter un petit peu plus tard, c'est le membre éducateur de base ou éducateur avancé. Fait qu'il y a beaucoup de traductions aussi qui ont été faites librement. C'est peut-être pas les meilleurs mots, mais pour l'instant, là, si on se comprend là-dessus, ça va être ça pour le moment. Fait que dans la première partie, c'est ce que je vais vous montrer. Là. On va parler un peu de ces trois catégories-là. J'en conviens que l'image n'est pas tellement de bonne qualité, mais en gros, ce qu'on veut voir, c'est la colonne verte et la colonne rouge. Donc, les praticiens en avalanche et les professionnels en avalanche. Quel genre de connaissances, expérience, autonomie ces gens doivent avoir pour pouvoir appliquer dans cette catégorie-là de membres. Puis en bas, la dernière colonne, on dit que c'est les CPD. Fait que ça, c'est de la formation professionnelle et continue. On va en parler dans quelques instants, mais ça, c'est une obligation des membres. Quand on devient membre, on ne peut pas juste s'asseoir sur notre chaise et espérer de rien faire du reste de notre vie. Donc, il faut continuer à s'éduquer, à se former. Et je vais vous expliquer un peu plus le fonctionnement, mais l'objectif, c'est ça, c'est de rester à jour dans l'industrie, aux standards de l'industrie, faire des formations continues parce que souvent, les cursus ont changé. Donc, chacun des catégories de membres ont besoin de faire de la formation continue. Ensuite, dans ma deuxième partie tantôt, on va parler des membres éducateurs de base et éducateurs avancés. C'est deux nouvelles catégories qui ont été votées en mai 2023, donc ça fait pas tellement longtemps. Puis, il y a encore des morceaux de casse-tête qui doivent s'attacher. Il y a des boîtes qui sont encore vides. Fait que pour l'instant, je vais vous partager ce que je sais. J'ai parlé avec les gens aussi et pour essayer d'éclaircir la situation, mais il y a encore des points d'interrogation. Donc, vous allez voir dans la présentation, quand il y a des points d'interrogation, c'est que pour l'instant, ça s'en vient, mais c'est pas encore tout attaché. Fait que les obligations des membres, tout membre, qu'on soit membre éducateur ou membre praticien ou professionnel, ben, on se doit de se plier, de se conformer aux énoncés relatifs au champ d'application. Fait qu'en anglais, on dit Scope of Practice Statement. Les liens qui sont là, c'est des liens qui vont vous mener sur le site directement du CAA. Donc, après la présentation, vous allez pouvoir reviser ces documents-là si vous voulez. Le code déontologique du CAA, le Code of Ethics, puis le CPD, ce que j'expliquais tantôt, donc le perfectionnement professionnel et continu, qui a une grille assez détaillée. Donc, l'objectif, c'est à chaque année de cumuler des points et au final, au bout de 3 ans, on doit avoir atteint un certain nombre de points. Et comment on fait pour valider ça? Ben, en fait, c'est chacun fait ça un peu pour soi. On remplit son document et le comité de membership va aller auditer ou va aller piger des membres à chaque année. Puis ils vont vous demander, alors toi, Julie, est-ce que tu veux me donner ton CPD document? OK, voilà. Donc, je devrais être en mesure de leur fournir puis de leur montrer qu'est-ce que j'ai fait depuis 3 ans pour me maintenir à jour et au standard. Fait que c'est assez propre à chacun. Il y a des directives. Puis ma recommandation, c'est d'ouvrir ce document-là au début de chaque hiver, puis de noter ce que vous faites au fur et à mesure, parce qu'il n'y a rien de plus bête que d'avoir fait nos activités, de
perfectionnement professionnel et continu, mais de ne pas les avoir notés. Puis là, il y a quelqu'un qui nous le demande, puis là, on s'en souvient plus parce que ça fait 2 ans. Puis là, c'est ça. C'est assez difficile, c'est assez gênant. Puis des fois, on n'a pas cumulé assez de points sur papier, mais dans la réalité, on l'a fait. Fait que ma recommandation, ce serait vraiment de s'assurer que vous maintenez à jour ce document-là. Si vous avez besoin d'aide, vous me faites signe, ça va me faire plaisir de vous aider. Ensuite, je vais juste parler des étapes d'application du processus de membre. Je pense que le GIF, il représente vraiment ce que ça peut causer ou comment on peut se sentir. Je vais juste vous dire que c'est ça, c'est un gros projet. On dit de prévoir de 20 à 30 heures pour pouvoir monter son dossier. C'est beaucoup. Donc, dans des gros projets comme ça, on peut peut-être diluer ça puis en faire un petit peu à chaque semaine. Mais oui, c'est un gros travail, puis des fois, c'est compliqué, non seulement parce que le processus est compliqué, mais en plus parce que c'est dans une autre langue. Fait qu'il y a plein de choses qui sont disponibles en français sur le site. Je vais vous montrer tantôt où aller les chercher. La première question peut-être que vous allez vous demander, c'est est-ce que je devrais appliquer en anglais ou en français, faire ma demande? Vous pouvez la faire dans la langue de votre choix. Il y a des gens sur le comité de membership qui lisent le français et qui revisent le français, fait qu'il n'y a vraiment pas de problème. Vous pouvez le faire aussi en anglais comme vous voulez. C'est vraiment libre à vous. Vous pouvez écrire vos trucs en français, utiliser un outil de traduction pour traduire ça en anglais le mieux que vous pouvez. C'est vraiment libre à vous. L'idée, c'est juste que la langue ne devienne pas un frein pour vous pour appliquer. Fait que si vous dites, ouais, c'est bien trop compliqué d'écrire une phrase en anglais sur ma gestion de risque, je vais l'écrire en français, c'est plus simple, faites-le en français. Fait que dans les étapes d'application, en fait, là, je les ai listées. Je suis allée directement sur le site pour vous montrer c'était quoi, mais c'est ce qui est indiqué, là, ça dit étape 1, étape 2, étape 3. Fait qu'en gros, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut se monter un portfolio de compétences. Je vais le montrer tantôt, là. C'est un gros fichier Excel avec plein d'onglets. Et l'objectif, c'est de dire, OK, cette compétence-là, je l'ai acquise dans mon cours niveau 1, opération d'avalanche, cocher la boîte. Cette compétence-là, je ne l'ai pas acquise, mais je vais l'ai acquise dans mon milieu de travail. Fait que je vais vous montrer, je vais écrire qu'est-ce que je fais dans mon milieu de travail pour démontrer que je suis compétent à ce niveau-là. Et il y a certaines compétences qui vous demandent d'attacher des preuves ou des fichiers preuves ou des évidences. C'est toute la même affaire. Donc, dans le fond, ça dit, par exemple, préparer un pre-trip plan, un itinéraire avant la sortie. Dans mon milieu de travail, moi, pour planifier ma sortie, j'utilise InfoX. Donc, je pourrais prendre le fichier InfoX, une photo d'InfoX où mon nom apparaît en haut et je pourrais joindre ça à la dite compétence. Donc, ça serait une preuve ou une évidence qui viendrait justifier cette compétence-là. Fait que dans le grand document Excel, ça dit quelles compétences vous devez fournir des évidences, puis quelles compétences vous n'avez pas besoin de fournir d'évidences. Fait que ma première suggestion, si vous êtes juste à cette étape-là, ça serait d'ouvrir le grand document Excel puis voir où est-ce que vous en êtes. Est-ce que la moitié des compétences, je les ai déjà acquises puis j'ai déjà des preuves ou j'ai pas mal de chemin à faire. Fait qu'avant même de penser à appliquer, on ouvre le document puis on fait un état de la situation, à savoir j'en suis où, parce qu'il faut que chacune des boîtes soit cochée, puis chacune des cases qui demandent une évidence, il faut que l'évidence soit fournie. Ensuite, il y a deux petites questions qui vous sont posées, qui sont assez simples. C'est donc pourquoi vous voulez être membre du CIE, puis pourquoi devriez-vous devenir membre du CIE? Donc, vous écrivez un texte libre, 2, 3, 4, 5 lignes, comme vous voulez. Ensuite, on vous demande d'aller contacter des références professionnelles. Donc, c'est des gens qui sont professionnels, des membres pro, et eux, ils doivent vous écrire une référence. Il existe déjà un formulaire sur le site du CIE, donc on remplit, par exemple, les cases vides. Moi, je me fais souvent demander, puis je dis aux gens, ben oui, mais dites-moi un peu qu'est-ce que vous voulez que je dise, parce que je ne sais pas c'est quand vous avez fait votre cours, je ne sais pas si vous avez travaillé, je ne sais pas c'est quoi votre background, donc donnez-nous un petit peu de contexte pour qu'on puisse vous faire une référence. Fait que ça n'a pas besoin d'être toujours les mêmes personnes, mais comme vous savez, on est peut-être une quinzaine de membres professionnels au Québec. Fait que ça vient souvent que les mêmes personnes sont contactées. Vous pouvez aussi contacter des gens avec lesquels vous avez travaillé sur d'autres projets. Donc, il y a pas de, c'est pas obligé d'être quelqu'un que vous avez. Idéalement, c'est quelqu'un avec qui vous avez travaillé, pas juste quelqu'un que vous avez salué puis qui
qui vous enseignez, par exemple, un cours une semaine. Donc, quelqu'un qui est impliqué peut-être dans votre travail, votre superviseur, ou quelque chose comme ça. Ensuite, il y a comme une boîte, un checklist pour savoir que vous avez tout rempli les boîtes, les documents. Donc, passez en revue l'application, comme réviser tout ça. Et vous soumettez le formulaire de demande en ligne via le site du CAA. Il y a des frais d'application juste pour soumettre toute votre demande. Ça coûte 50 $. Et après ça, on attend. Ensuite, on attend, puis on se dit, coudonc, c'est donc bien long. Ben oui, c'est long parce qu'on dit que le délai minimum de réponse, c'est de 4 à 6 semaines. Il y a beaucoup de volumes d'applications qui sont déposées, puis surtout entre septembre et décembre. Donc, souvent, les gens, l'été, on est ailleurs, on n'a pas la tête dans la neige, on fait d'autres choses. Puis là, on arrive au mois de septembre, octobre, puis on se dit, ouais, il faudrait que je me dépêche. Puis là, tout le monde réfléchit pareil. Donc, il y a un volume élevé d'applications en début d'automne comme ça. Fait qu'il faut peut-être s'attendre à un petit peu plus, un délai un petit peu plus long. Comment ça marche? C'est que votre dossier est analysé d'abord par le responsable des services aux membres du CAA. Donc, cette personne-là s'assure que les documents sont remplis, s'assure que les boîtes sont cochées, les évidences sont fournies. Il ne regarde pas le contenu vraiment, il fait juste regarder si toutes les informations sont là. Quand c'est prêt, il dirige le dossier au membership committee, donc au comité de membership. Puis nous, parce que moi, je fais partie de cette gang-là, il faut qu'on revise au complet le contenu. Donc, on lit chacune de vos lettres, vos textes, on regarde, puis après, on peut se faire une idée. Puis, il faut au moins qu'il y ait 2 personnes qui révisent chacune des applications. Donc, comme on est toutes des bénévoles, puis qu'on a tout un autre travail, on fait ce qu'on peut, mais c'est pas idéal, puis on le sait que c'est pas idéal. Cette année aussi, il y a vraiment une personne qui est engagée à temps plein pour faire ça, pour essayer d'accélérer le processus, mais c'est quand même quelque chose qui prend du temps. Puis des fois, il faut contacter les références pour demander des informations à l'applicant. Donc, c'est normal que c'est pas juste je lis le document approuvé ou non recommandé. Des fois, il faut investiguer un petit peu plus. Fait que, c'est pas l'idéal, je le dis encore, je l'ai dit à mon comité, mais pour l'instant, c'est de la manière que ça fonctionne. Fait qu'un coup que vous avez eu ça, vous allez peut-être être contacté par les services aux membres. Ils vont vous dire, pouvez-vous éclaircir cette compétence-là? Pouvez-vous fournir une autre preuve? Pouvez-vous là, des fois, ils vous demandent des choses. Pas de panique, c'est bien normal, c'est correct. On veut juste des fois éclaircir des choses. Puis c'est pas parce que le CIE vous envoie une note là-dessus qu'il faut stresser, que vous êtes refusé. Donc, ça peut prendre un petit peu de temps. Puis après ça, vous allez avoir une note en sachant, oui, parfait, vous êtes accepté ou non, vous n'êtes pas accepté. Puis si vous êtes refusé, ça dit pourquoi. Ça dit, ouais, vous venez de faire votre cours niveau 1, vous avez fait un stage d'une semaine, puis dans une entreprise, vous appliquez pour être membre praticien, là, active member. C'est peut-être pas suffisant, on demande une expérience plus diversifiée. Donc là, il y a des recommandations, donc c'est pas nécessairement, il faut essayer de voir le positif là-dedans. Puis après ça, vous avez le droit de refaire une application plus tard quand vous jugez que vous avez gagné suffisamment d'expérience pour remplir les recommandations. Quand vous êtes approuvé, on demande de payer les cotisations annuelles maximum 30 jours après. Souvent, les gens sont approuvés puis ils font d'autres choses parce que sont partis au Mexique ou je ne sais pas trop quoi en novembre, ben c'est ça, il va falloir juste vérifier vos courriels parce que le paiement est nécessaire, sinon ça dit que, ben, pas qu'il faut recommencer, là, mais en tout cas, ça ajoute un délai non nécessaire. Les cotisations annuelles, ça commence le 1er décembre. Donc aujourd'hui, on est le 1er décembre jusqu'au 30 novembre. Et si vous faites des applications, des applications plus tard, par exemple en mars, avril, puis vous dites, ouais, je ne sais pas trop ce que je fais quand même au complet, ben, peut-être attendez au mois de juin dans ce cas-là, puis vous allez pouvoir profiter d'un 50 de réduction. Fait que les demi-cotisations vont être disponibles à partir de la mi-juin. Les documents et les ressources sont tous sur le site web du CAA. Donc, le portfolio de compétences, les exemples de fichiers preuves que vous devez fournir. Donc, des fois, vous dites, ouais, je ne sais pas, il me demande une évidence pour telle affaire, je ne sais pas trop qu'est-ce que je pourrais faire.
Il existe une liste des exemples que vous pouvez fournir. Des fois, c'est une capture d'écran de votre application mobile avec les cotations de terrain puis l'itinéraire que vous avez choisi en fonction du bulletin d'avalanche de la journée. Des fois, ça peut être un fichier GPX de votre tracé GPS dans Google Earth. Des fois, ça peut être une photo de terrain et que vous dessinez par-dessus. Vous dites, ben, c'est ici qu'on fait notre exercice de recherche et sauvetage à tel endroit. Donc, il y a plein de choses qui existent. Il faut seulement essayer de fournir la bonne preuve pour la bonne compétence. Il existe aussi des vidéos sur le site du CIE pour savoir comment compléter son dossier. EN, c'est en anglais. Donc, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, allez-y, il y a un ou deux vidéos qui vous expliquent tout ça. Il y a même une section foire aux questions en anglais sur le site du CIE pour vous aider à vous démêler là-dedans. Ce webinaire-là qu'on fait aujourd'hui ou cette rencontre Zoom va être enregistré et va être partagé sur la plateforme YouTube d'Avalanche Québec. Donc, vous allez pouvoir le réécouter, vous allez pouvoir regarder le PowerPoint que je vous présente. Puis si après, vous avez tout fait vos devoirs puis vous ne comprenez pas encore puis vous avez des questions, bien, vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer un courriel. Ça me fait plaisir, c'est dans mes tâches de vous aider, mais je préférerais que vous iriez faire vos devoirs un petit peu puis vous fouillez de votre côté avant, parce que c'est facile de juste demander des questions à gauche à droite. Avant d'aller aux questions, fait que les questions, ça va porter sur ce que je viens de parler. Je voudrais juste vous montrer par quel chemin on peut accéder à ces ressources-là. Donc, je vais juste changer d'écran. Préparez vos questions si vous en avez en ce moment. Puis, après ça, on adressera l'autre partie. Est-ce que vous voyez le site du CIE? Oups, attendez. Est-ce que vous voyez le site Canadian Avalanche Association? Oui? Donc ici, sur l'onglet Membership, c'est ici que ça se passe. Il y a plein de choses. Il y a les premières catégories que je viens de vous parler. Donc, par exemple, Avalanche Practitioner, si je clique ici, ça va ouvrir un onglet. Et ensuite, perdu dans le texte anglophone, vous allez voir ici, si vous désirez appliquer en français, cliquez ici. Donc, si je fais cette manœuvre, on a les documents qui sont traduits, les étapes qui sont traduits, le portfolio des compétences qui est traduit en français, les exemples de fichiers preuves qui sont traduits en français, etc., etc., etc. La foire aux questions, je pense qu'elle a peut-être même été traduite en français. Les vidéos aussi sont ici, c'est écrit en anglais seulement. Donc, il y a plein de documents qui sont disponibles. Ce que je vous recommande de faire peut-être si vous dites, ouais, ben, je sais pas trop dans la langue dans laquelle je voudrais appliquer, je pense que ça serait l'anglais. Vous pouvez quand même ouvrir le portfolio de compétences en français juste pour valider que vous comprenez vraiment qu'est-ce qu'ils demandent. Donc, pas nécessairement de basculer toujours entre les deux langues, mais peut-être d'ouvrir le portfolio, valider compétence 3.2, je la lis en anglais, je pense que j'ai compris, je vais juste aller la lire en français. Ah ouais, c'est exactement ce que j'ai compris. Donc, juste pour être certain que vous comprenez la commande là, de la compétence. Fait que vous avez le choix de, c'est ça, d'aller dans le Avalanche Practitioner, anciennement Active Member, ou Avalanche Professional, même chose. Vous avez des documents dans le texte un peu plus bas. If you'd like to apply in French, click here. On peut cliquer là-dessus et ça nous mène vers des documents francophones. Donc, c'est ça, on peut naviguer au travers de ce site-là dans les deux langues. Je vais juste aussi vous montrer, avant de passer aux questions. Est-ce que vous voyez un fichier Excel? Oui? OK. Donc, juste pour vous montrer, c'est ça le portfolio que je parle depuis tantôt. Là. Donc, ça dit
ça l'explique quoi faire. Puis en bas, il y a des onglets. Voyez, 3.0 organisation, 4.0 utilisation du terrain, gestion du risque. Et après, il y en a d'autres, là. Enseignement, en cas d'urgence, validation et signature. Donc, assurez-vous que vous allez au bout des onglets. Par exemple, je vais prendre la compétence 8. J'arrive en haut, donc ça dit les zones jaunes présentent des questions auxquelles vous devez répondre. Saisissez vos réponses dans les boîtes roses. Les boîtes s'élargiront au fur et à mesure que vous écrivez maximum 6000 caractères. Donc là, je pourrais écrire des choses ici, blablabla. Et ensuite, ça dit nom du fichier preuve pour la compétence 8.9. Donc, dans ce cas-ci, la compétence 8.9, ça dit connaît les exigences en matière de secourisme opérationnel et adhère à ces exigences. Donc, quand on ouvre ici, hop, voyez un petit carré rouge, là, quand vous mettez votre souris sur le carré rouge, ça dit fournissez une copie de votre ou de vos certificats de secourisme actuels. En fait, dans cette compétence-là, ils veulent savoir quel genre de certification de premiers soins vous avez. Est-ce que c'est des premiers soins en région éloignée? Est-ce que vous avez un 20 heures, 40 heures, 80 heures? Et quand est-ce que vous l'avez fait? Donc, dans le fond, vous faites une photo de votre certificat, votre carte de premiers soins, Sirius, 80 heures, date d'expiration, février 2028. Vous attachez ça dans ce fichier-là, puis vous nommez ça comme il faut ici. Donc, par exemple, certification premiers soins, Julie Leblanc, Sirius, par exemple. Donc, de mettre un nom significatif parce qu'à un moment donné, vous allez avoir peut-être une dizaine d'évidences. Fait que si c'est juste des chiffres, des codes, ça va être difficile pour le comité de réviser ça. Fait que pour chacun des endroits où est-ce qu'il y a un petit carré rouge, il faut mettre des évidences. Puis après ça, dans le fond, nous, on regarde, on lit votre texte, on regarde si la preuve fait du sens, puis après ça, on vient cocher ici la boîte, répond à l'exigence, amélioration apportée ou renseignement supplémentaire requis. Puis l'objectif, c'est que chacune des boîtes soit toute cochée de répond à l'exigence. Puis après ça, fait qu'il y en a quand même beaucoup à faire. N'oubliez pas que si vous avez fait déjà, vous appliquez, vous avez déjà fait d'autres cours. Par exemple, vous avez déjà fait le cours AVSER, recherche et sauvetage avancé du CAA, ben vous, par défaut, remplissez presque toutes déjà ces compétences-là. Donc, n'oubliez pas de dire les autres certifications que vous avez faites. Puis, dans le fond, la première page, c'est de parler de votre travail. Qu'est-ce que vous avez fait? Pour qui vous avez travaillé? C'était quoi vos rôles? C'était quoi vos tâches? Combien de jours vous avez fait? Ça peut être du travail, ça peut être un stage, ça peut être vous avez été observateur sur un cours CSA 1, vous avez fait du bénévolat pour une entreprise, pour tel événement. Donc, mettez tout ça là-dedans. Puis, on essaie de voir, c'est ça, au moins 2 hivers d'expérience est nécessaire avant d'être capable d'appliquer. À moins que vous ayez fait des hivers en Amérique du Sud ou ailleurs, là, que vous avez fait 2 hivers en un. Mais grosso modo, on recommande environ 2 hivers d'expérience pour avoir suffisamment d'expérience pour remplir toutes ces compétences. Fait que j'arrête le partage, je vous laisse la parole pour le premier bloc. Je sais pas si déjà qu'il y a des questions. Si oui, c'est le moment. Vous pouvez allumer vos caméras, poser verbalement la question. Voilà, la parole est à vous. Oui, c'est Benjamin. Ouais, je vais partir. Désolé, je suis sur 2 écrans, fait que je vais parler ici. La première question que j'ai sur le portfolio puis le CV que tu nous as montré, si au sein de la même organisation, j'ai 2 tâches bien distinctes, est-ce que je suis mieux de faire 2 lignes pour ces 2 tâches ou dans ma description de rôle, expliquer mes 2 rôles que j'ai? Je pense que ça serait plus facile de faire 2 lignes. Par exemple, si moi je travaille en tant que technicien d'avalanche, provisionniste d'avalanche pour Avalanche Québec, je vais faire
ligne. Après, si je fais aussi, j'enseigne des cours, par exemple, à Blanche Québec n'enseigne pas de cours récréatifs, mais admettons que ce serait le cas. Je pourrais écrire instructeur CSA ou assistant CSA au sein de la même entreprise, mais je ferais une ligne séparée juste pour valider parce que la boîte est petite, puis c'est ça, c'est juste plus clair, c'est des tâches très séparées. Vous pouvez mettre des choses que vous avez faites au Québec, à l'extérieur du Québec, à l'extérieur du Canada. Donc, si les gens ne connaissent pas l'entreprise, le comité, on s'informe, on valide, il y a un numéro de téléphone, il va y avoir une référence. Donc, on va essayer d'aller voir quelle est cette entreprise-là. Puis aussi sur cette ligne-là, j'imagine que les jours et les dates que je vais mettre, imaginons que j'applique en plein milieu d'une saison opérationnelle, je vais mettre le nombre de jours que j'ai complété cette année et non le nombre de jours au contrat. Oui, exactement. Fait que, par exemple, à Valence Québec, j'ai fait 30 jours en tant que technicien, même si j'ai été engagée pendant 6 mois, ben, ma tâche de technicien d'Avalanche, qui est de prendre des observations météo, remplir des rapports InfoX, creuser des profils de neige, faire une analyse de gestion de risque, a duré 30 jours. Enseigner des cours d'avalanche, même si j'en suis à l'emploi pour une entreprise toute l'année, ben, j'ai enseigné 8 CSA1. Un CSA1, c'est 2 jours. Donc, au total, j'ai fait 16 jours de CSA. Donc, de vraiment valider là, le nombre de, en fait, c'est le nombre de jours travaillés sous cette fonction-là. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. OK. Super, merci. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait une question à poser sur ce sujet? C'est clair. C'est compliqué, mais c'est compliqué. OK, mais moi, j'ai une question pour vous. Je sais pas si je la lance dans un sondage. Vous me direz si ça marche. Donc, est-ce que vous êtes déjà membre de l'association? J'aurais dû la poser au début, mais il y a des gens dans notre gang qui sont déjà membres active member, professional member ou pas encore. Donc, 2 membres praticiens, puis 3 personnes qui sont pas encore membres. Continue. Oh, encore. OK. Ben, c'est ça, on est 7 participants, 6 participants ont répondu. Fait que 4 personnes ne sont pas encore membres, puis 2 personnes sont membres praticiens. C'est super. Dans le fond, ça fait peut-être 3 ans là, que ce processus-là est rendu assez complexe. Fait que les gens, peut-être, ils ont un peu peur de s'embarquer là-dedans, mais c'est ça, c'est comme un gros document. Prenez une bouchée à la fois. Allez-y tranquillement, regardez les documents français, puis pour vrai, c'est ça. Ça se fait quand même de façon, ça se fait assez bien. Puis là, après ça, le défi, c'est de voir est-ce que vous êtes, c'est ça, quelle est votre expérience, vos compétences, vos évidences à trouver. Ça, en discutant ensemble, si vous avez des questions précises, vous pourrez m'appeler là, ou me le dire. Ouais, qu'est-ce que tu penses de cette évidence-là? Je peux pas relire toute votre application parce que c'est peut-être moi qui vais la réviser, mais tu sais, si vous avez des questions comme ça, est-ce que tu penses que telle affaire, c'est solide pour attacher comme pièce d'évidence ou tu mettrais d'autres choses ou quoi? Je peux facilement répondre à ces questions. Est-ce que vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'idée ou on continue sur la prochaine partie? Continue? OK. Ben, n'hésitez pas là, notez des choses, puis si peut-être plus tard dans la saison, vous avez d'autres questions. Julie, moi j'en ai une question, mais je suis peut-être hors champ, là. Mais est-ce que je peux te poser des questions sur le changement sur le cours AVSOR à 24-25? Ou on est hors champ? Ben, on peut l'adresser rapidement là, si tu veux, mais moi, ça avait plus rapport avec les cours professionnels, mais peut-être que les gens ont des questions là-dessus. Je vais te faire un petit topo de minutes. C'est Ben correct? ça, ben, je viens de lire, là, je suis là-dessus, là, puis là, OK. il change le cursus, Ouais. 24, 25. Ma question est simple.
ça vaut-tu la peine d'attendre à l'an prochain, tout ce de le festival? C'est ça, en fait, c'est ça ma question. Ouais. Ben, en fait, si vous n'êtes pas déjà inscrit cet hiver, le cours est déjà plein. Ah, merde. Sachez qu'il y a 12 places, puis les 12 places sont déjà remplies. Vous pouvez vous inscrire si ça presse sur la liste d'attente. Si jamais quelqu'un se blesse, vous pouvez avoir un siège. Ça peut être une idée. Mais sachant que le cursus va changer, dans le fond, c'est ça, c'est à partir de l'année prochaine, il va y avoir 2 cours AVSAR. Donc, il va y avoir le AVSAR 1 et le AVSAR 2. Le AVSAR 1, essentiellement, le contenu, ça va être équivalent à ce qu'on enseigne dans le niveau 1. Donc, des techniques de base, comment pelleter, comment sonder, avec un examen comme au niveau 1. Ça va être un cours qui va durer 2 jours, donc des techniques de base. Ouais, un mélange de sauvetage autonome puis d'organisation de la scène, un peu comme dans le niveau 1. Et ce cours-là, AFSAR 1, va devenir prérequis au niveau 1. Donc, à partir de l'année prochaine, 2024-25, ça va être offert. Fait que les étudiants l'année prochaine qui vont vouloir s'inscrire au niveau 1, il va falloir qu'ils aient fait ce cours-là, donc il va falloir qu'il soit offert. Fait que, on est quelques-uns de l'Est qui allons à Revelstoke au printemps pour pouvoir se faire former, pour pouvoir offrir ce cours-là AFSAR 1 Pour dès faire l'année prochaine, pour pouvoir faire le niveau l'AVSAR 1. 2, Puis pour le faire AFSAR l'AVSAR 2 2, il aussi, va falloir en fait l'AVSAR. non, c'est ça. Là, après ça, si le AFSAR 2 va être à peu près l'équivalent de ce qu'on enseigne en ce moment dans le dit AFSAR en question. Ça va durer 2 à 3 jours, le AFSAR 2, puis il va être prérequis au niveau 2, un peu comme il est là en ce moment. Fait que les gens qui ont passé leur niveau 1, comme tous d'entre vous, ou sauf Nadia qui s'en vient cette année, vous n'allez pas avoir à retourner faire le AFSAR 1, dans le fond. Là, vous l'avez déjà fait. Et si vous voulez appliquer au niveau 2, là, il va falloir faire le AFSAR 2, qui est l'équivalent, en gros, de ce qu'on va faire cette année. Puis, la grande raison derrière tout ça, c'est que les étudiants qui arrivaient au AFSAR ne connaissaient pas les techniques de base parce il y avait aucun cours professionnel où on leur avait enseigné à proprement sonder, faire du sondage en slalom, pelleter comme il faut. Les gens arrivaient avec un CSA1 ou un sauvetage autonome, rarement. Puis les techniques de base n'étaient pas encore acquises. Fait que c'était bien difficile de construire sur quelque chose qu'on n'avait pas une base solide. Puis là, on essaie de vous expliquer des scénarios complexes, d'ensevelissement profond, multiples, quand on ne sait même pas encore vraiment la base, comment la base fonctionne. Fait que c'est ça le gros rationnel. Puis c'est ça, il y a je ne sais pas exactement combien, là, aujourd'hui, c'est comme la date limite pas mal pour soumettre en tant qu'instructeur. Là. Fait que je sais on a au moins 3 personnes du Québec qui allons aller à Revelstoke en avril pour faire la formation. Puis dès l'hiver prochain, on va être capable d'offrir ces cours-là en français au Québec de façon autonome. Ce qui n'était pas le cas là, cette année, c'est encore en anglais avec Jordy, là, le chef de cours qui arrive de l'Ouest. Mais assez rapidement, l'objectif, c'est d'être autonome ici avec nos fournisseurs, avec les instructeurs professionnels pour offrir ces cours-là. Ça répond à ta question? Merci. Parfait. Fait que si vous n'avez pas d'autres questions, je vais continuer ma présentation, ma deuxième partie qui portait sur. Je suis un peu perdue dans mes trucs. OK, qui portait sur. Voilà. Les membres éducateurs. Donc, c'est assez nouveau. Comme je l'ai dit, ça a été voté à la dernière AGA en mai 2023. Le but, en fait, de tout ça, c'est qu'on se rendait bien compte qu'il y avait beaucoup de gens que là, quand on posait la question pourquoi vous voulez être membre du CAA, les gens disaient on veut devenir instructeur de cours CSA. Donc, les cours Avalanche Canada, les cours récréatifs, c'est ça qu'on veut faire. On veut donner des cours. Et il y avait beaucoup de défis à remplir cette grille de compétences-là que je vous ai montré parce que pour remplir la grille de compétences, ça facilite beaucoup l'affaire si on travaille pour une organisation qui fait de la gestion de risque d'avalanche au quotidien. Quand on n'est pas dans ce domaine-là, quand on n'est pas dans une opération qui gère un programme d'avalanche, c'est quand même difficile parce qu'on n'a pas accès à InfoEx, parce qu'on n'a pas accès à des choses comme ça. Fait que ça faisait que les gens qui essayaient d'appliquer, c'était vraiment complexe. Des fois,
on aidait les gens pendant genre quelques mois. OK, fournez-moi cette évidence-là, ci, ça. Puis finalement, on s'est bien rendu compte que c'était pas vraiment. C'était quand même un défi. Fait qu'on a proposé, en tout cas, moi, j'ai été sur le comité pour proposer une solution au CAA. On a beaucoup de gens dans l'Est qui veulent devenir des instructeurs de cours, qui ne travaillent pas dans des opérations d'avalanche au quotidien. Fait qu'on a fait une réflexion de groupe. Puis le CAA est venu avec l'idée de proposer des nouvelles catégories, éducateurs de base puis éducateurs avancés avec des niveaux de connaissances, d'expérience, d'autonomie, etc., comme vous voyez sur le tableau. Donc, en gros, le membre éducateur de base, c'est quelqu'un qui a un niveau 1 et qui va faire des cours pour être capable d'enseigner en terrain avalancheux. Il va avoir des restrictions sur qu'est-ce qu'il peut enseigner et où il peut enseigner ça. Même chose pour le membre éducateur avancé. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir un niveau 2 et qui va être capable d'enseigner certains cours. Donc, on a beaucoup de gens qui sont dans ces situations-là où est-ce qu'ils ont complété leur cours professionnel, mais ne sont pas capables d'accéder au Active Membership, le praticien d'avalanche ou Pro Member. Même chose, on a encore des obligations en tant que membre. Les membres éducateurs sont des membres de l'association, donc il faut respecter le champ d'application. Si on est des membres éducateurs, on est des enseignants, on apporte des gens en terrain avalancheux pour faire des cours, on n'est pas dans la gestion de risque d'avalanche au même titre qu'un technicien d'avalanche ou qu'un guide. Donc, c'est vraiment important de faire la différence entre les deux. Le même code déontologique est là, puis on est aussi soumis au perfectionnement professionnel et continu qui, pour l'instant, c'est pas encore défini, là. Je reviens sur la diapo d'avant, c'est écrit under review. Ils sont encore en train de penser à qu'est-ce que ça pourrait être, mais essentiellement, c'est qu'on est des enseignants. Donc, ça va être probablement des formations qui ont un peu plus rapport à la pédagogie, à l'encadrement de groupe en terrain avalancheux, plus que dans des compétences avancées de gestion de risque d'avalanche. Donc, les deux catégories, je vous les présente ici. Fait que les éducateurs de base vont avoir le droit d'enseigner des cours récréatifs CSA 1 et SA, c'est sauvetage autonome. On va devoir travailler sous les directives des directives d'enseignement en terrain avalancheux. En anglais, on dit le GIAT. En fait, c'est genre des plans de mesures d'urgence, des plans de gestion de risque, mais vraiment propres à l'enseignement de cours. Ce membre-là va être restreint au terrain 5, donc l'échelle d'exposition en terrain avalancheux, on va avoir le droit d'aller dans le terrain simple, vert seulement. Obligation de formation continue, je l'ai déjà dit. Puis, en fait, c'est vraiment important de savoir qu'on n'est pas reconnu pour faire d'autres services que d'enseigner des cours d'avalanche. Donc, si quelqu'un vous dit, hey, toi, tu es membre éducateur, tu peux sûrement faire technicien en avalanche, c'est pas ça. C'est deux choses vraiment séparées. Même chose pour l'autre catégorie, là, membres avancés, éducateurs avancés. Vous n'êtes pas des professionnels, vous n'êtes pas attitrés à signer, faire des analyses de gestion de risque, écrire des bulletins d'avalanche. C'est vraiment important que ça soit distinct. Puis, dans le fond, la seule autre chose, je ne sais pas pourquoi ils ont décidé ça, mais on n'a pas le droit de voter quand on est membre éducateur. Puis, je ne sais pas exactement le rationnel derrière ça. Éducateur avancé, ça va être, c'est ça, l'autre étape. Fait qu'on va pouvoir, quelqu'un qui va avoir son niveau 2, va pouvoir enseigner des cours récréatifs, c'est ça 2. GTA, c'est gestion terrain avalancheux. Même chose, il y a des directives d'enseignement en terrain avalancheux qui doivent être respectées. On va pouvoir aller en terrain simple et exigeant, donc le vert et le bleu. Terrain complexe, on n'aura pas le droit d'aller là-dedans. Même chose, obligation de formation continue, pas reconnu pour offrir d'autres services. En gros, ça, c'est le processus pour appliquer comme éducateur de base. Donc, étape 1, faire les cours listés. Étape 2, choisir une option d'application. En ce moment, le 1er décembre 2023, aujourd'hui même, l'option numéro B est disponible. Donc, si on a un niveau 2 opération d'avalanche ou une certification ACMG ou CSGA, on peut aujourd'hui appliquer et adhérer en tant que membre éducateur de base. L'option C, donc si vous avez une expérience professionnelle d'enseignement, vous avez déjà enseigné,
Et il va falloir remplir un portfolio qui n'est pas du tout le même portfolio que je vous ai montré. Le document Excel, tantôt, je vous ai montré. Il y en a un tout nouveau qui va sortir d'ici 2 semaines avec des compétences vraiment focusées sur la pédagogie d'enseignement en terrain valencieux. Donc, vous pouvez appliquer en tant que cette catégorie de membres-là en utilisant l'option C. L'option A s'en vient, mais pas tout de suite parce qu'il va falloir faire des cours. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici là, le numéro 3 dans la première boîte en haut, c'est écrit Instructing in Avalanche Terrain Foundation. Je m'en viens vous expliquer c'est quoi, mais ça, c'est un cours en ligne que vous devez faire, qui est déjà disponible. Puis dans l'option A, ça dit Instructing in Avalanche Terrain Basic. Puis ça, c'est un cours terrain que les gens dans la catégorie qui veulent appliquer en utilisant l'option A doivent faire. Ça, dans le fond, c'est juste pour reconnaître qu'il y a des gens qui arrivent dans ce milieu-là avec certaines expériences, certaines certifications. Puis en ce moment, ben, il y a des options qui sont déjà disponibles, puis il y en a d'autres qui vont arriver. Fait qu'en gros, le cours qui est disponible en ce moment, c'est le cours qui s'appelle Instructing in Avalanche Terrain. Ça dure 8 à 10 heures. C'est un cours en ligne, 12 modules. Vous faites à votre rythme. Avec le tarif qui est indiqué là, 130 $. C'est disponible en anglais dès aujourd'hui, donc vous pouvez faire ça dès maintenant. Il y a beaucoup de points d'interrogation, vous allez voir dans la présentation. Français à venir, j'imagine bientôt, mais je ne peux pas mettre de date là-dessus. Fait en gros, comment ça marche avec les traductions et tout ça, ils vont développer des versions bêta dans l'Ouest. Ils vont les rouler peut-être une saison. Ils vont faire des ajustements au niveau du cursus, curriculum, déroulement, blablabla. Quand ça va être canné, ils vont l'envoyer à la traduction. Après, ça va être disponible en français. Fait que ma recommandation, c'est si vous êtes à l'aise de lire en anglais, puis vous êtes capable de fonctionner, puis vous avez besoin de le faire, allez-y maintenant. Puis si l'anglais est vraiment un frein, puis vous dites, ouais, non, ben, attendez un petit peu, ça va arriver bientôt, mais selon votre besoin, peut-être que ce serait plus rapide de le faire en anglais. Le deuxième cours que je vous ai dit, c'est un cours de terrain qui est en train de, tout le contenu est déjà prêt. 3 jours terrain, ratio de 1 pour 6 étudiants. Il va y avoir une version ski, version motoneige. Et cette année, il y a une seule option en version bêta, en version test, EN en anglais, dans l'Ouest canadien. Fait que c'est à Revelstoke, il y a un cours motoneige, un cours ski. Là, ils vont raffiner ça. Puis, théoriquement, ce que j'espère qu'ils nous ont dit, c'est qu'on allait, nous aussi, les instructeurs de l'Est, se faire former très rapidement, possiblement au printemps, pour pouvoir l'offrir dès l'année prochaine. Mais je ne le sais pas encore, j'ai mis des points d'interrogation parce que c'est des si. Mais c'est sûr que l'année prochaine, ça va être disponible en anglais pour le public. Fait que dans l'Ouest canadien, il va y avoir des cours comme ça de terrain qui vont être ouverts. Mais c'est ça, c'est toujours une question de disponibilité d'instructeurs. Mais dans la même séquence qu'on a parlé tantôt là, avec le cours After 1, After 2, on irait tout en même temps se faire former pour être capable d'offrir ces cours-là au Québec assez rapidement. Des fois, on se dit, OK, c'est peut-être plus simple de juste faire venir les instructeurs anglophones, faire un cours en anglais. Ça peut être aussi une option. Fait que dans le fond, à la suite de la réunion aujourd'hui, si vous voulez m'envoyer une note, allô, moi, je suis dans telle situation, ça m'intéresserait vraiment, j'aimerais vraiment ça, embarquer rapidement sur un cours. Ça va nous donner un peu ça va nous donner des informations pour rapporter aussi en disant, hey, au Québec, là, il y a 12 personnes qui sont vraiment prêtes, puis c'est un peu une urgence. Donc, ça va peut-être accélérer là. Oui, Michael, tu avais une question? Ouais, c'est ça, mais je me demandais, ben, premièrement, c'est cool, là, je trouve que c'est bien qu'ils donnent des cours pour enseigner les cours. Puis je me demandais, c'est-tu des cours qui sont surtout axés, mettons, sur la pédagogie, ou c'est plus, mettons, la pratique, ou c'est plus les éléments techniques comme les connaissances? Oui, c'est une bonne question. J'ai pas fouillé en détail, mais je t'inviterais à regarder sur le site du CIE, il y a un DCOM là, avec les objectifs de cours, qu'est-ce que vous faites, le contenu de cours. Je n'ai pas été jusqu'à cette profondeur-là, mais ce que j'ai compris, c'est que ça risque d'être un mélange de tout ça.
Puis c'est ça, pour l'instant, ils vont le rouler en version test, ils vont voir est-ce que ça convient, puis peut-être qu'après ça, ils vont faire des ajustements justement suite aux commentaires des étudiants, mais tu peux déjà aller sur le site, j'enverrai les liens, là, mais tu vois, quand tu cliqueras là-dessus, tu pourras aller lire le contenu de cours. OK, parfait. Puis je me demandais juste, tu sais, là, mettons que quelqu'un a déjà son membre actif, puis tout ça, est-ce que c'est des cours qui, dans le fond, il va falloir payer quand même si on veut avoir accès à cette information-là et tout? Ça va marcher comment? Ouais, ça, j'ai posé la question, puis c'est encore point Ouais, c'est bon. d'interrogation. Fait que, en fait, c'est ça, ils sont vraiment en train de se structurer, là, puis je pense que ils se rendaient pas compte peut-être que c'était vraiment urgent, là, tu sais, cette affaire-là, ça l'a comme débouché. C'est pas le CIA qui a décidé d'implanter ça, c'est genre l'industrie qui a dit, hey, on a besoin de ça. Fait que là, le CIA est comme en réponse, il essaie de faire ce qu'il peut, mais je pense que, tu sais, ils pourront jamais aller aussi vite que ce que l'industrie a besoin. Fait que, tu sais, des fois, il y a plein de questions encore sans réponse, là, mais peut-être de l'écrire dans le chat, écrire questions sans réponse, tu peux me l'écrire, puis je vais juste la noter suite à notre rencontre, comme ça, dès que j'ai la réponse, ben, on pourra le partager. C'est bon, merci, ça répond. Fait que dans le fond, c'est ça, là, c'est les étapes pour appliquer en tant que membre éducateur de base. Donc, si on voulait appliquer via l'option B, là, notre certification professionnelle ou monter un portfolio de compétences parce qu'on a déjà de l'expérience en enseignement, on peut le faire dès maintenant. Un peu la même séquence, faire les cours prérequis, fournir les certifications ou monter le portfolio, répondre aux questions, contacter un ou deux références professionnelles, puis soumettre le formulaire en ligne. Le portfolio, en ce moment, ça, c'est qu'est-ce qui est disponible quand. Fait que le portfolio, ça disait décembre 2023, là. Fait que ça s'en vient, oups, ça s'en vient bientôt. Fait qu'en gros, ce qui est disponible maintenant, si vous voulez déjà attaquer des choses, c'est que vous pouvez faire le cours en ligne, Introduction au professionnalisme, disponible en ligne gratuit. Le cours Enseignant terrain avalancheux, qui est un cours en ligne, 12 modules, 8 à 10 heures, disponible en anglais depuis un mois. Le cours enseignant terrain, avalancheux terrain, ce que je viens de vous dire, c'est en version test en ce moment et ça va être ouvert au public, ben, à nous en fait, 24-25. En Colombie-Britannique, Québec, je sais pas. Si on veut appliquer parce qu'on a notre niveau 2, membre ATMG, CSPA, on peut déjà le faire. Portfolio s'en vient. Puis pour ceux qui ont un peu moins d'expérience, ben, ça va aller à minimum l'année prochaine, d'être capable de tout faire ça. En français, j'ai mis des points d'interrogation, mais même chose, si vous dites, on est. En fait, ça prend minimum 6 personnes pour faire un court terrain. Fait que si on se dit, on a déjà 6 personnes, on peut déjà dire, ben, est-ce que vous voulez faire venir un instructeur de l'Ouest puis on fait tout de suite un cours ou on attend l'année prochaine, mais tu sais, euh, à chaque ratio de 6 personnes, on est capable de rouler un cours, mais pas avant l'année prochaine. Oui, vas-y, Charles. Je vais poser la question pour à peu près tous les profs à Gaspé qui se posent la question. Ce que je comprends là, de ce que tu présentes, nous autres, on pourrait, à part ceux qui ont des niveau 2, là, mais la majorité, on est Niveau 1. actif, ouais, c'est ça. Active member, fait que ce serait appliquant avec expérience d'enseignement. Oui, ça Dans serait le fond, ici. c'est plus simple de juste rester active member, là, au bout du compte. Ben, en fait, c'est que quand tu vas être éducateur de base, tu peux enseigner CSA 1 sauvetage autonome. Si c'est ça que tu veux faire, tu peux juste rester là-dedans. Fait que vous autres, vous êtes déjà active member, fait que vous n'avez pas besoin de faire ça, tu sais. Fait que oui, c'est plus simple de rester membre actif ou praticien en avalanche, mais les nouvelles personnes qui arrivent, qui viennent de faire leur cours niveau 1 il n'y a pas longtemps, puis qui sont pas capables d'accéder à ce statut de membre actif ou praticien en avalanche, ça va être le chemin plus facile pour eux pour accéder légalement à enseigner des cours CSA1. C'est parce que nous, on est passé dans la vague avant, là, c'était assez simple d'accéder. Mais les nouvelles personnes, je ne sais pas c'est qui, là, je m'en fous pas, mais si ça fait 1 an ou 2 puis qu'ils essaient d'appliquer en tant que praticien puis ils sont pas capables de compléter toute la grille de compétences,
d'essayer d'aller, parce que ce portfolio-là, il va être vraiment axé sur la pédagogie, pas nécessairement, tu sais, les évaluations de risque d'avalanche via les analyses InfoX. Mais ce que je comprenais aussi, c'est que la demande de l'industrie, oui, pour les nouveaux, mais ceux qui étaient déjà existants, mais qui se font principalement enseigner puis qui travaillent pas spécifiquement dans le domaine, c'est que ça allait être moins exigeant pour les Mhm. points de Les CP. compétences. Mais là, Ouais, on n'a pas la réponse, mais c'est ça aussi, c'est un peu ça l'enjeu, c'est que c'est un peu dur d'aller toutes les chercher. Fait ouais, que c'est ça. Fait si que on la situation, veut si on la- veut faire ça, il faudrait faire l'application, Mhm. option C. Mhm. Ben, tu sais, je recommande d'attendre que le portfolio soit disponible, là, et elle m'a dit sous peu, de regarder c'est quoi. Puis oui, tu sais, si c'est juste plus simple d'être dans cette catégorie-là parce que tu es capable de comptabiliser tes points de formation professionnelle et continue, puis de garder à jour, parce que essentiellement, c'est ça que vous faites de l'enseignement. Vous êtes pas nécessairement. Tu sais, avant, il y avait juste 2 choix de catégorie, là, il y en a 4. Fait qu'il faut peut-être essayer de voir laquelle vous convient le mieux, tu sais, puis au lieu de payer ben, 185 comme membre praticien, puis de ne pas être capable de remplir tous les points CPD, ben, vous payez 125 par année, vous êtes membre éducateur de base, puis vous êtes attitré à enseigner, mais il faut faire attention, ça dit terrain simple seulement. Toutes les directives, là, le JIAT, dans quel terrain tu as le droit d'aller, etc. Là, fait que je ne sais pas jusqu'où. En tout cas, il faudrait regarder ça en Non, c'est détail. des bons, non, c'est ça, c'est des bons points, parfait. Bon, ben, OK, on va en discuter. Mais c'est ça, ça. Ce que je vous présente là, tu sais, j'ai demandé aussi, je disais, est-ce que vous allez faire une séance d'information pour présenter ça? Elle a dit, ah, c'est tellement pas près qu'on veut pas le présenter. Mais j'ai dit, moi, je vais le présenter dans l'Est parce que les gens, ça fait longtemps qu'on attend des options. Fait que je vais vous présenter ce qu'on sait, puis après ça, au moins, on saura qu'est-ce qui s'en vient. Mais je conviens que tout n'est pas tout attaché, là, mais au moins, on a quelques informations. Fait que Merci. je vais continuer juste pour, si jamais il y a des gens, juste pour vous faire un petit topo, là, si on voulait aller du côté de éducateur avancé, donc ça prend notre niveau 2, opération d'avalanche, le cours en ligne, introduction au professionnalisme, puis le même cours en ligne de 8 à 10 heures, là, enseignement en terrain d'avalancheux. Ça, c'est disponible à tout le monde, puis tout le monde doit le faire. Puis dans ce cas-ci, il n'y a pas grand-chose qui a été développé. Là, le CIE a vraiment mis l'emphase sur la catégorie de membres éducateurs de base. Mais en ce moment, si jamais il y avait des gens qui pouvaient appliquer vers option B ou option C, même chose, c'est prêt en ce moment. Puis option A, ça va prendre un autre court terrain. Puis le court terrain, il n'a pas encore été développé. Fait que ça va être un peu la même idée. Un cours en ligne, un court terrain. Fait que le cours en ligne, c'est le même que peu importe la catégorie de membres que vous voulez appliquer, même prix. Puis celui-ci, enseignant en terrain avancé, là, ils nous ont dit qu'en 2024-25, l'année prochaine, il y allait avoir une version test en anglais. Fait que ça ne va pas aller au moins avant l'année d'après. Même chose, si vous connaissez des gens dans votre entreprise qui ont déjà leur niveau 2 puis qui ont de la misère à adhérer en tant que membre professionnel, puis qui ça restreint le nombre d'instructeurs qui sont capables de faire des CSA2. Ben, s'il y a au moins 6 personnes, peut-être qu'on pourrait dire, hey, venez-vous-en dès que vous avez quelque chose dans l'Ouest, venez nous l'enseigner dans l'Est. Comme ça, on peut euh, pas débloquer, mais permettre qu'il y ait plus d'instructeurs CSA2 parce que là aussi, ça fait longtemps que les gens attendent une réponse ou attendent un développement. Là. Mais c'est ça, c'est vraiment, j'ai demandé, puis on dit, on n'a même pas ouvert la boîte, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans. Mais fait que cette année, il focus vraiment sur la première catégorie de membres éducateurs. Fait que c'est ce que je viens de dire, enseigner en ligne. Le cours en ligne est déjà disponible en anglais. L'autre terrain, version bêta l'année prochaine, puis Québec, je ne sais pas, mais si on a une certification SCMG, CSG, on peut déjà appliquer, ou si on a un niveau 2 puis de l'expérience d'enseignement, on peut appliquer dès le mois de janvier. Il va y avoir un portfolio aussi qui va être disponible. Donc, je pense à certaines personnes qui seraient capables d'accéder à cette catégorie-là via l'option C cette année. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Comme je l'ai dit, c'est encore un projet qui est en cours
d'analyse, il y a plein de questions sans réponse, mais vous devriez avoir reçu des informations par courriel. Vous pouvez aller sur le site aussi du CIA, ça l'explique tout ce que je viens de vous expliquer. Si vous voulez voir le contenu de cours, le prix, comment ça marche, c'est tout listé comme il faut, mais c'est ça, il y a encore beaucoup de choses à attacher avant que ça devienne une réalité, mais ça arrive bientôt. Je vais peut-être juste vous poser une dernière question là. Ici. Euh, Fait que, voilà. Est-ce que dans la gang, vous avez un intérêt à devenir membre éducateur donc dans l'audience? Oui, j'aimerais devenir un membre éducateur de base, un membre avancé. J'enseigne déjà des CSA 1. Qu'est-ce qu'ils sont là? 80% aimeraient devenir membre éducateur pour enseigner des CSA 1. Moi, je répondrais pas, je ne sais pas. On va voir qu'est-ce qu'on fait, nous autres. Ouais, c'est ça. Je sais pas non plus ça serait quoi la meilleure option, là, mais au moins, tu sais, là, t'as un peu le topo de la situation puis des options, puis tu pourras voir vers quoi vous allez, là. Comme je te dis, là, c'est peut-être au niveau des points de perfectionnement que ça va vous faciliter la vie, mais juste de regarder si vous allez vers cette catégorie-là, est-ce que ça vous met des restrictions? Mais et puis j'ai une autre question, mais ça n'a pas en lien. C'est pas en lien, est-ce que je peux te la poser? Ouais, attends, je vais juste voir. Fait qu'il y a 67% de l'audience qui aimerait devenir membre éducateur de base pour enseigner des CSA 1. Il y a une personne qui voudrait être éducateur avancé pour enseigner des CSA 2. Puis il y a une personne qui dit je veux pas devenir membre parce que je peux déjà enseigner des CSA 1 et des sauvetages autonomes. OK. Ouais, vas-y. Intro to Weather, y a-tu eu lieu cette année à Québec? Au Québec? Non, non, il y a lieu une fois ou 2 ans, ce cours-là. Puis Il faut tout le temps l'année appeler. passée, c'était en présentiel ici, à Saint-Anne-des-Monts. Fait que l'année prochaine, il va revenir. En ce moment, il y a une option aussi en ligne, en anglais seulement. Fait que si tu veux t'inscrire à un cours météo en ligne, ça peut être une option. Moi, j'ai Euh, vu, mais il est sur 8 semaines, c'est ça l'affaire. Ils ont changé le format. Fait qu'en ce moment, tu as le choix d'avoir présentiel 2 jours ou en ligne 8 semaines à raison de travail autonome, lis ton chapitre, rencontre avec l'instructeur une fois par semaine, 1 heure, je ne sais pas trop exactement, là, mais ils ont dilué ça, puis les commentaires sont vraiment bons parce qu'en fait, tu observes la météo, puis tu fais des analyses sur une plus longue période. Tu vois ce qui se passe, là, tu vois une notion, tu regardes, puis là, ben, la météo, elle change au fur et à mesure des semaines, fait que tu es capable d'appliquer ton concept plus facilement que de se faire surcharger dans un week-end. Ça, c'est disponible. C'est en ligne, en anglais, sur le site du CIE. Est-ce que la version française va faire ça? Je peux pas dire. En ce moment, il n'y a pas encore eu de traduction ça doit être une plateforme, là, j'imagine, un genre de plateforme en ligne avec des modules, là, ils sont tous en train de faire ça, là. Fait que c'est ça. Je ne sais pas si ça va, le cours français va prendre cette tendance-là ou pas. Ça reste que nos instructeurs francophones, c'est Matt McDonald puis Nicolas Wagner. Fait que à suivre avec eux autres. Là, c'est pas la balle est dans leur camp, là, mais en fait, c'est eux peut-être qui vont nous donner la réponse. L'année prochaine, on verra qu'est-ce que. Mais c'est ça, l'année prochaine, il va en avoir un. Quel format il va avoir? Il va en avoir un en français l'année prochaine. C'est ça. Mais je l'ai vu en ligne, mais il ouvre juste en main. C'est-tu vraiment ça, c'est-tu la version, j'imagine, en personne ou on peut y avoir accès à tout le temps en ligne? Non, mais c'est ça, c'est que dans le fond, tu fais tu lis tes modules de ton côté, mais tu rencontres l'instructeur à un moment fixe. Fait qu'il faut que tu t'inscrives à un cours qui dure 8 semaines. Fait que dans la semaine 1, pendant la semaine 1, il faut que tu lises ces unités-là, puis mettons le dimanche, c'est n'importe quoi, tu rencontres avec l'instructeur. Fait que tu peux pas, c'est pas comme tu fais ça quand est-ce que ça te tente. Il faut que tu t'inscrives à ce cours-là, mais la version est en ligne, puis tu rencontres l'instructeur en Zoom, moi, je sais pas trop. Fait qu'il y avait les places récemment encore. Et si, fait que les dates qui sont inscrites, c'est les dates auxquelles le cours va être disponible. Il faut attendre en mai, mettons.
Ben, je pense pas, parce qu'il y a 5 minutes, là, mais moi, j'ai vu qu'il y en avait un en mars. Attends, je vais Il y te en a, dire. ouais, il y en a en Ouais, masse. mais ça veut dire, s'il y a juste ça, c'est qu'ils sont pleins. Tu vois, ça dit Online Introduction to Weather Course Full. Fait que dans le fond, en ce moment, tu n'as pas d'option d'aller t'inscrire sur les cours en ligne parce qu'ils sont tous complets. Puis tout ça, là, tous ces cours-là du CA, dans le fond, là, ben, note à vous-même, là, mais ça l'ouvre au début septembre, OK? Fait Ouais, je que sais. mettez-vous dans votre calendrier le 25 août, là, d'aller fouiller si vous avez envie de faire des choses, parce que c'est quoi, 3 septembre, 8 septembre, moi, je sais pas quand, là. Puis ça part. Pour vrai, là, tu sais, même les cours au Chic Choc, là, on n'avait pas fait de promotion, mais les deux étaient pleins. Il y a 30 étudiants inscrits, deux coups, bang. Genre 2 semaines. OK, ouf. Fait que ça va vite. Fait que, tu sais, si c'est quelque chose, ça fait longtemps que vous dites, ah, j'ai envie d'aller, mettez-vous un rappel dans votre agenda parce que quand ça ouvre, les places sont limitées, ça part vite. Fait que là, en ce moment, si je vais sur la page introduction à la météo, le dernier cours en ligne qui est du 4 mars au 26 avril, il est plein. Puis le seul qui reste des places, c'est en présentiel à Penticton en Colombie-Britannique du 4 mai au 5 mai. Fait que 2 jours. Fait que c'est ça pour l'instant. Yes, merci Julie. Ouais, il y avait une autre question, peut-être Jean-François? Ouais, en gros, comme de ce que je comprends, là, la méthode la plus rapide pour pouvoir commencer à donner des formations au CSA1, ça serait practitioner, remplir les conditions pour être membre actif practitioner présentement. Puis sinon, comme moi, j'ai commencé, ben, j'ai fait la Foundation, là, le Mhm. Educator Foundation. Je me suis dit, ça va être fait, puis j'apprendrai de quoi nécessairement là-dedans. Vers la fin des modules, de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'on pouvait commencer à prendre l'expérience comme apprenti. C'est-tu possible, ça, comme de s'affilier avec soit une autre organisation, puis commencer à te donner des formations quand même comme apprenti si on est avec quelqu'un d'autre? Ouais. Fait que pour répondre à ta première question, en ce moment, tu pourrais ouvrir le portfolio de Practitioner Member, regarder si tu es capable de compléter toutes ces compétences-là. Très bientôt, genre dans 2 semaines max, il va y avoir le portfolio de membre éducateur de base, de regarder est-ce que le portfolio de membre éducateur de base, il va être plus simple. Est-ce que tu remplis ces compétences-là? Si tu remplis ces compétences-là, tu pourrais même pas, tu pourrais changer d'idée puis pas appliquer pour être practitioner, puis d'être juste éducateur de base. OK. Tu comprends? Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce portfolio-là parce que je ne l'ai pas vu. Le Mais portfolio, c'est pour enseignement, là. C'est comme ça avec ouais, une mais expérience en enseignement. c'est ça. Fait qu'il y a il faut toujours que tu remplisses un portfolio de toute manière. Il y en a un, lui, qui est pour practitioner, il y a vraiment beaucoup de compétences, puis des fois, c'est difficile. Genre, Non. est-ce que vous avez, je sais pas, fait d'expérience autour d'un hélicoptère pour faire des évacuations? Non. Fait que là, tu regardes en ce moment, tu pourrais l'ouvrir puis regarder, puis cocher les boîtes qu'en ce moment, tu dis, ouais, ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait, ça, je l'ai fait, puis de regarder, ouais, il y a peut-être la moitié des compétences que j'ai pas. D'attendre dans, mettons, 2 semaines, quand l'autre portfolio va sortir, puis faire le même exercice. Je lis chacune des compétences, puis de regarder lesquelles tu as plus de cas, tu rempli le plus de compétences. Je ne sais Non. pas qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'autre, mais j'ai l'impression que ça va être un peu plus simple parce que l'objectif, c'est juste de former des gens pour faire de l'enseignement en terrain simple. Mhm. Puis après ça, ton autre question, c'était sur ouais, l'observation là, avec d'autres entreprises. Fait que dans le fond, ce que tu peux être, on dit que tu es observateur. Fait que t'as, souvent dans un cours, par exemple, t'as le chef de cours, là, qui est l'instructeur principal, avec des ratios de 1 pour 6 ou je pense 1 pour 8 pour les CSA1. Euh, puis après ça, si vous êtes plus que 8, ça prend un assistant. Puis après ça, si tu veux venir observer, tu comptes pas dans les ratios, en fait. Fait que là, tu pourrais dire, ben, OK, là, il y a 8 personnes avec Ski Chick Choc. C'est Stéphane, l'instructeur, par exemple. Je peux être observateur avec Stéphane, mais comme pour l'instant, tu n'as aucun statut de membership, tu peux pas compter pour dans les ratios de sécurité. Fait que tu pourrais être observateur, puis dire OK. Puis dans le fond, tu pourrais aller, si tu veux, sur le site Avalanche Québec, ça liste toute la liste des fournisseurs de cours au Québec.
Fait que, tu sais, ski chic-choc, chic-chac, le couloir, Expé-Aventure, Attitude Montagne, ça sont toutes listés là. Puis tes appels, puis tu regardes ceux qui sont dans ton rayon chez toi. Tu dis, allô, moi, je suis en processus de devenir membre éducateur, j'aimerais ça prendre l'expérience. Est-ce que vous acceptez que j'aille observer un cours avec vous? Puis, fait que tu pourrais faire ça, tu sais, ça, déjà, tu prends de l'expérience, puis là, tu notes ça, le nombre de jours que tu as été observateur sur un cours. Comme ça, après ça, quand ils vont te demander, ah, as-tu de l'expérience? Qu'est-ce que tu as fait? Tu vas pouvoir déjà lister tout ça. OK, parfait. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions à ce sujet? Fait que là, on est comme un peu en train de se structurer, là, vous avez vu, là, c'est pas encore tout attaché, là, ces catégories-là de membres éducateurs, mais tu sais, dans le futur, ce qui s'en vient, j'ai rien mis de diapo, là, mais c'est ça, quand tout ça va être attaché, les membres éducateurs vont avoir des formations professionnelles et continues à faire. Puis parmi ces formations-là, il va y avoir la formation pour les instructeurs de cours. On a fait une première édition l'année dernière, en décembre. Je pense que Charles était là. Mais ça va devenir une formation qui va devenir obligatoire pour les instructeurs. Fait qu'en fait, c'est des techniques de pédagogie, des techniques pour rendre vos leçons attrayantes pour les étudiants, puis essayer de saisir comment qu'est-ce que les étudiants comprennent. Fait que cette année, on en offre encore. Si jamais vous êtes déjà instructeur de cours CSA cette année, c'est le 15 décembre. Fait qu'envoyez-moi une note si vous voulez participer. C'est super intéressant. C'est des instructeurs d'expérience avec des instructeurs nouveaux. On se partage des trucs. Il y a plein d'outils. C'est vraiment intéressant. C'est encore en optionnel cette année, mais dans le proche futur, ça va devenir quelque chose qui va être obligatoire en tant que formation professionnelle et continue pour les instructeurs de cours. Et je vais juste, peut-être, j'avais une dernière diapo ici que je voulais vous montrer parce que c'est peut-être ce qui vous pas intéresse, mais que vous pouvez peut-être prendre en photo, là. Mais ça, c'est les trois noms des trois personnes responsables dans chacune des organisations. Je les ai décrites tantôt, là, mais qui fait quoi? Fait que si vous avez vraiment des questions sur tous les cours. Là, tantôt, on a parlé d'Afsar, on a parlé de météo, on a parlé de service pro. C'est mon courriel, mon numéro de téléphone. Demandez-moi aussi si vous avez des questions. Puis si je ne suis pas capable de répondre, mais je vais appeler Rosie, qui est aussi qui elle est responsable des services aux membres. Elle parle juste anglophone, mais des fois, elle a des réponses. Des fois, on ne peut pas y parler au téléphone, mais on peut facilement y écrire un courriel parce qu'on peut mettre ça dans Google Translation. C'est une phrase qui a du bon sens. Puis Nancy, c'est elle qui s'occupe de tout le cursus de cours récréatifs chez Avalanche Canada. Fait que tous les gens qui font des commandes de cours doivent passer par Avalanche Québec. Mais si vous avez d'autres questions qu'on n'est pas capable de répondre, on va vous diriger chez Nancy. Fait qu'en gros, Avalanche Québec, on a des ententes de services avec le CIA puis avec AFCAN pour pouvoir vous offrir des services au Québec. Fait que passez d'abord par nous, mais ça se peut qu'on vous dise, je sais pas sûr. Tu devrais demander à Rosie, ou je vais demander à Rosie pour vous, ou je vais demander à Nancy pour vous. Mais c'est ces trois personnes-là qu'on travaille ensemble pour harmoniser les services de l'industrie et les services publics au pays. Fait que je vais juste vous remercier tout le monde. C'est ça, je suis vraiment contente que vous soyez là. Vous avez posé vos questions. Vous allez peut-être pouvoir apporter aussi des informations à vos collègues, vos amis, là, des gens qui vous posent des questions. C'est vrai que c'est compliqué, puis c'est pas toujours clair. Puis les sites, des fois, on est perdu parce qu'on sait pas où trouver l'information. Fait que avant de partir, j'aimerais ça, si vous pouvez mettre votre courriel dans le chat, si vous voulez, comme ça, je peux vous envoyer les documents, la présentation PowerPoint. Après, comme ça, vous allez pouvoir avoir des notes de cette présentation-là. Puis, c'est ça, je voulais juste dire une autre dernière affaire avant de partir. J'ai fait une belle programmation cette année pour les services pro. Là. On n'est plus tout à fait dans la foire aux questions, mais je vais juste vous le dire. Tous ces événements-là vont être affichés sur le site Facebook d'Avalanche Québec, même s'ils sont juste réservés aux professionnels, fait que ça a été écrit Activité Pro. La première, c'est aujourd'hui, on vient de le faire. Le 13 décembre, en soirée, il va y avoir un webinaire, donc une soirée virtuelle avec différents intervenants.
13 décembre, webinaire Avalanche Québec à 18h. Le 15 décembre, c'est réservé aux instructeurs CSA 1, CSA 2. Donc, les gens, si vous êtes instructeurs de cours, vous voulez participer, on partage nos idées, des leçons, des trucs pour rendre nos leçons dynamiques. Écrivez-moi parce qu'il y a un peu de lecture et de préparation à faire avant. Ça, c'est le 15 décembre. Et le 5 janvier, au retour des fêtes, on va faire une journée terrain à Avalanche Québec pour les pros. Donc, on va faire des ateliers. Je pense que la dernière fois qu'on a fait ça, c'était en 2019. C'est une journée on se rassemble. Il y a des ateliers. Si vous voulez participer aux ateliers, vous participez. Si vous voulez jaser parce que vous n'avez pas vu Michael, vous avez plein de sujets à leur dire parce que vous en finissez des cours, mais là, vous avez des trucs à discuter, vous pouvez discuter. Donc, c'est comme un rassemblement, un réseautage en même temps. Ça va être au Centre de découverte et de services, vendredi 5 janvier. Puis dehors, il va y avoir des activités d'ateliers, profil de neige, tests de profil de neige, des démonstrations d'évacuation avec différents traîneaux, puis un atelier avec le parc DVA. Donc, ça va être un genre de lancement de début de saison. On se rassemble tout ensemble. Fait que tout ça, ça va être affiché sur le site Avalanche Québec dans les événements. Restez à l'affût, mais je vous ai en gros fait un petit peu de topo. Il y a beaucoup de choses. Fait que voilà, si vous avez d'autres choses, restez dans la salle. Puis voilà, dernière question, Charles, oui. Ah, tu l'as peut-être dit, mais tu sais, des genres de journées pro comme ça existait avant, allez-vous en refaire? Ben, la journée pro, c'est le 5 janvier. OK. Ça va être une journée. Puis après ça, si vous voulez venir en stage, il y a des possibilités. Fait que la mécanique du stage, c'est de s'assurer que vous avez votre cours de premiers soins, votre niveau 1. Vous envoyez des disponibilités à mon courriel. Allô, j'aimerais ça venir en stage. C'est une journée où vous embarquez avec l'équipe terrain. Vous allez dans le terrain faire une journée récolte de données en vue de la production du bulletin d'avalanche. Il y a des jours que ça va être possible, il y a des jours que ça ne sera pas possible parce qu'on a d'autres missions, puis on a aussi un stagiaire qui va venir avec nous, qui va être présent à long terme chez nous. Fait que, il y a des fois que ça va le faire, puis des fois ça ne le fera pas, mais si vous voulez faire ça, on offre aussi des stages quotidiens. Vous dites, ben ouais, moi, ça a été le 18 janvier. Du 18 au 21 janvier, j'aurai du temps, embarquer avec l'équipe terrain. Envoyez-moi un courriel, puis après ça, je vais vous mettre en contact avec Jean-François qui fait les horaires des équipes terrain. Vous pouvez suivre l'équipe. Bonne journée. Cool, ben merci tout le monde. Je ne vous retiens pas plus longtemps, mais c'est ça, c'était super intéressant, je pense, de répondre à ces questions-là, faire un peu de la lumière sur les différents dossiers. Puis c'est ça, rapporter l'information à vos collègues, vos amis. Puis c'est ça, j'ai vu qu'il y avait la question sans réponse de Michael, mais je vais juste regarder le chat encore peut-être un petit 5 minutes. Ah. Puis Michael, si tu veux rester, je vais te répondre à ta question après. Ah, je te l'ai juste mis, là, c'est la question que tu m'avais dit d'écrire là, pour. Ah ouais, Mais ok. c'est pour que tu l'envoies aussi. Ouais, c'est pour que j'en prenne une note. OK. Ben, merci tout le monde. Frédéric, sans ça, c'est toujours possible. La date, je peux te dire, Frédéric, es-tu encore là? Oui, je suis encore là. OK. C'est le 20 au 22 janvier à Revelstoke. Il n'y a pas eu de cours public parce que c'est un cours bêta. Puis, pour l'instant, c'est plein, mais si, mettons, il y a vraiment comment on dit ça? Pas une urgence, là, mais s'il y a quelqu'un que, tu sais, ça l'aiderait, ça faciliterait son processus grandement si cette personne-là était sur le cours bêta, ben, je peux te mettre en contact avec la personne qui organise ça, puis vous verrez qu'est-ce qui est possible ou pas, là. Fait que c'est ça les dates, 20 au 22 janvier à Revelstoke. Parfait. Mais je vais regarder ça puis je vais t'écrire. OK. Fait que c'est ça que moi c'est, là, mais c'est pas comme ouvert à tout le monde parce qu'il n'y a pas tant de place, puis c'est ça, on a dit valider, là, que pas que c'était en urgence, hein, mais c'est ça. Si ça l'aide, ça facilite vraiment ton, ton déroulement, peut-être qu'ils vont trouver une place. Mais écris-moi, regarde ça, puis Parfait, merci. parfait, ben, merci tout le monde, puis c'est ça. On se revoit bientôt, j'espère. Yes, merci Julie pour la présentation. Ouais.
Bye. Puis juste moi, le 15 décembre, là, j'aimerais ça être là, là. Je savais pas que ça se repassait. Fait que tu me diras, là, je sais pas si je t'envoie un courriel ou. Pour la formation des instructeurs, oui, ben oui, envoie-moi juste une note, un courriel, puis je te OK. transfère les informations. Parce que c'est ça, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je les ai envoyés aux fournisseurs. Fait que, tu sais, mettons, toi, tu travailles pour un fournisseur de cours, j'avais juste le courriel du fournisseur, mais je sais pas tous les instructeurs. Fait que, Ouais, ben c'est ça, là, Lucas m'en a parlé tantôt, là. Fait que mhm. Ouais. Fait que c'est ça. OK. Puis tu pourras, ben, vous pourrez dire ça aux autres aussi, là, tu sais, si jamais Ouais, exact. vous avez pas entendu parler du 15 décembre, ben, c'est peut-être parce que j'ai envoyé, par exemple, le courriel à Ski Chic Choc, puis Ski Chic Choc, je sais pas s'il a fait le message, mais je sais pas c'est qui travaille pour telle entreprise. Moi, j'ai un nom par entreprise, fait que j'ai envoyé ça à ce fournisseur de cours-là. Ben oui, c'est bien bon. Ben parfait, je t'envoie un courriel. Merci pour la Parfait. présentation. Merci tout le monde. Salut. Bon début d'hiver. Bye. Merci.